Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation d'outils dans laquelle je vais vous présenter justement un outil que j'ai développé 100% par moi-même qui s'appelle Snap Intel. Comme son nom l'indique, donc Snap Intel c'est pour Snapchat Intelligence et donc c'est totalement développé en Python et ça nous permet de faire du renseignement, donc récupérer des informations sur des comptes Snapchat de différentes personnes. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'outil dans sa globalité. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Et ensuite, on verra en détail, au niveau du code source, comment il fonctionne, pourquoi j'ai fait telle ou telle chose, comment je l'ai fait, etc. Alors, on rentrera peut-être pas exactement dans toutes les fonctionnalités, absolument tous les détails de toutes les lignes, mais je vais vous montrer les bouts de code, en tout cas, ce qu'ils font, comment ça fonctionne, tout ça. Voilà. Donc, vous pouvez directement y accéder sur GitHub. Il est ouvert à tout le monde. Donc, c'est sur mon GitHub personnel, Snap Intel. Normalement, si vous cherchez également sur Google Snap Intel GitHub ou des choses comme ça, vous devriez trouver. Et du coup, il n'y a presque rien à installer. Il y a juste besoin d'avoir Python et ensuite d'installer les requirements. Dans les requirements, qu'est-ce que c'est? C'est un petit fichier texte ici qui contient une liste de modules, de librairies Python qui doivent être installées pour que l'outil fonctionne correctement. Donc normalement, j'ai mis directement, d'ailleurs, un petit logo que j'ai fait avec une intelligence artificielle, qui rend vraiment pas mal. On reconnaît bien le logo de Snapchat, mais en mode il est un peu curse, en mode il dégouline un petit peu. Alors, voilà, petite description, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil Python qui permet de nous fournir des informations par rapport à des utilisateurs de Snapchat. On peut lister donc les stories, les curated highlights, les spotlights, et si la personne a des lens. Et aussi, on peut, parce que c'est bien beau d'avoir des informations, mais on peut également les télécharger. Je crois que je n'ai vu aucun outil encore sur Internet, en tout cas aucun outil actuellement accessible, qui permet à la fois de récupérer des informations sur les utilisateurs Snapchat, alors ça il y en a, mais en plus qui permettent de télécharger les choses. En tout cas, il y a rien, j'ai rien trouvé de public. Donc, en vrai, je trouve que c'est assez cool. L'outil, il est vraiment pratique. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec. Il y a également une fonctionnalité avec des statistiques. Alors, je vous montrerai un peu plus dans les détails, mais là, vous voyez, j'ai fait le test sur un utilisateur de Snapchat. Et on peut voir toutes les statistiques qui ressortent par rapport à lui. Donc, son nombre de stories, le nombre de curated highlights, le nombre de spotlights, le nombre de lance, ce genre de choses. Combien il y a eu d'engagement au niveau des statistiques par rapport à ces spotlights, c'est-à-dire combien il y a eu de vues, combien il y a eu de clics, des trucs comme ça. Combien de temps durent en tout tous les snaps dans ces spotlights. Voilà, il y a pas mal de choses et là, c'est toutes les informations par rapport à son compte. Alors, je précise, il n'y a rien d'illégal. Toutes les informations, on le verra après dans le code source, mais toutes les informations que je récupère sont accessibles publiquement sur Internet. N'importe qui peut les récupérer. Alors, il y a quelques petites manipulations, mais il n'y a pas de hacking derrière, il n'y a absolument rien. C'est full open source. Il y a absolument rien qui est illégal là-dedans. Alors, oui, il y a aussi la fonctionnalité d'une heatmap. Une heatmap, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une map. Donc si on cherche par exemple heatmap, qu'est-ce que c'est? C'est une map avec des zones, voilà, de couleurs qui nous permettent de savoir un petit peu quand est-ce qu'il y a plus de choses qui sont apparues à des moments qu'à d'autres moments. Donc comment je l'utilise dans l'outil? En fait, ça va récupérer la date d'upload de tous les snaps et ensuite ça va les placer sur une grille hebdomadaire. Et comme ça nous permet de voir à peu près à quelle heure la personne a uploadé la plupart de ses snaps. Donc ça permet aussi d'avoir une tendance et potentiellement de trouver à peu près dans quelle time zone il vit. Si on voit que comment ça s'appelle, tous les snaps sont publiés à 3 heures du matin, bah, il y a peu de chances qu'en fait tous les jours la personne elle se lève à 3 heures du matin pour aller faire ses snaps. Donc potentiellement 3 heures du matin, ça veut dire que la personne n'est pas en Europe. Parce que si on prend 3 heures du matin et qu'on décale par exemple aux États-Unis, donc on va dire entre 6 heures et 8 heures de décalage, ça correspond un peu plus à la veille, en soirée, et du coup ça a beaucoup plus de chances de tomber par rapport à ça. Donc ça nous permet également d'avoir une vue statistique de quand les snaps ont été uploadés, enfin, quand les snaps ont été mis en ligne, et du coup bah, ça nous permet d'avoir une idée de la time zone de la personne.
J'avais mis aussi un petit cadre d'update. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, l'outil s'appelait Snapchat Story DL. J'avais déjà fait à l'ancienne une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez aller la retrouver si vous voulez pour voir à quoi ça correspondait. C'est vraiment un truc moche. Et en fait, le code il était utilisé uniquement pour télécharger les stories. Il n'y avait pas tout ce qui était curaté d'highlights, il n'y avait pas les informations sur le compte, il n'y avait absolument rien. C'était vraiment, comme son nom l'indique, uniquement pour télécharger des stories. Sauf que c'était basé sur le site qui s'appelle sur snapchat.com. Sauf que le problème, c'est au fur et à mesure du temps, le site avait changé et mon tool n'était plus du tout fonctionnel. Du coup, il y avait quelqu'un, donc ça faisait au moins plus d'une année qu'il fonctionnait plus, je crois, mais je m'étais jamais remis dessus parce que je trouvais pas l'intérêt de le modifier. Et il y a quelques temps de ça, quelques mois, je crois, voilà, en octobre, fin octobre, il y a quelqu'un qui avait ouvert une issue sur le truc juste avec en titre Not Work. Le mec, il a aucune description, absolument rien, juste Not Work. Bon, soit. Et du coup, ça avait un peu titillé mon ego. Et j'étais en mode, frérot, si tu ouvres une issue, explique au moins ton problème, explique pourquoi ça fonctionne pas, machin bidule. Là, c'est non, juste Not Work. Bon, surtout que c'est même pas anglais, mais bref. Et du coup, moi, je l'avais vu instant. Je me suis dit, ok, t'as titillé mon ego. Du coup, de un, je vais remettre le tool fonctionnel. Je vais modifier tout le code, je vais faire en sorte qu'il refonctionne. Et donc, ça, je me suis remis la tête dedans, j'ai récupéré les données par rapport au site, j'ai tout refait bien, donc l'outil fonctionnait de nouveau. Et je me suis dit ensuite, euh, attends, mais quitte à remettre la tête dedans et à refaire fonctionner l'outil, autant que je fasse un truc de zinzin et que je l'améliore par rapport à ce que c'était, parce qu'il faisait que télécharger des stories, et j'avais eu plein d'idées entre-temps en mode, ah ouais, mais en fait, au lieu de uniquement télécharger des stories, peut-être qu'on pourrait faire en sorte d'obtenir plus d'informations, de faire des statistiques, des machins, des trucs. Et je me suis dit, en vrai, bah pourquoi pas, je vais m'y remettre. Et en fin d'année, j'ai bossé sur l'outil, donc je sais plus combien de temps je m'y suis mis dessus, quelques semaines peut-être. Et finalement, le 17 décembre 2023, hop, j'ai modifié l'outil qui s'appelait Snapchat Story DL. J'ai trouvé un nouveau nom qui était Snap Intel. Et j'ai uploadé tout mon code, paf paf paf, et du coup on est bon. Et voici actuellement ce que c'est. Donc pour télécharger, très simple, on git clone le repository, on lance la commande suivante pour installer les requirements. Donc ça va installer au niveau de Python request, argpass, datetime, panda, machin, tout ça, tout ce qui est là. Et ensuite, j'ai mis un petit problème aussi parce qu'en fait, il y a des problèmes avec la librairie NumPy. C'est un peu chiant. En fait, NumPy il a été développé sur Python 2. Python 2, maintenant, c'est plus trop utilisé dans aucun des outils, sauf que ils n'ont pas mis à jour leur librairie pour que ce soit compatible avec Python 3. Du coup, il peut y avoir des problèmes avec Python si votre version est un peu spécifique. On peut voir que moi ici, par exemple Python 3-V, ma version c'est 3.8.10, ça fonctionne. La dernière version de Python, est-ce que c'est 3.11 ou 3.12? Je sais plus. Je crois que 3.11, ça doit fonctionner. Mais si c'est en 3.10, des fois ça fonctionne pas. Voilà. Il y a certaines versions de Python qui sont pas compatibles. Et du coup, dans ce cas-là, si jamais c'est le cas, et que vous avez des problèmes avec un message d'erreur lors de l'installation des requirements avec NumPy, essayez d'installer une version de Python qui est un peu antérieure. Normalement, ça devrait fonctionner. Comment s'utilise l'outil? Très simple. On lance directement l'outil comme ça. Alors, on peut spécifier un "-h" pour l'aide, mais voici ce que ça nous affiche si on utilise l'aide. Donc, le nom de l'outil, Snapintel OSINTool mètre par mois. Voilà, donc il y a des options. Donc on est obligé de spécifier le username. De toute façon, si vous le lancez, par exemple, comme ça, uniquement sans spécifier le username ni aucune truc, normalement ils nous disent error parameter machin is required. Donc on est obligé au moins de le mettre. Donc, faut au moins mettre le username et au moins une autre option parmi le username, enfin en plus de username. Donc le "-u" c'est pour spécifier le nom d'utilisateur qu'on veut rechercher. Voilà, l'utilisateur, on veut télécharger les stories. Alors ça, faudrait peut-être que je le modifie parce que ça c'était le truc d'avant. Là, on ne veut pas uniquement download les stories, on veut également afficher les informations, tout ça. Mais bref.
Le tiret S, ça permet d'afficher uniquement les statistiques et les informations du compte de username qu'on a précisé. Le tiret list ou tiret L nous permet en fait de lister les informations qu'on veut. Donc par défaut, ça va uniquement afficher les informations de l'utilisateur. Je peux vous montrer. Par exemple, là j'ai un utilisateur. Le S, je peux le lancer, ça affiche les statistiques. Alors je sais pas, voilà, ça affiche les statistiques et le user account. Si je fais un tiret L, normalement ça n'affiche que le compte, ça n'affiche rien d'autre. Voilà, là ça affiche que le compte. Ok. Maintenant, donc ça c'est par défaut. Par défaut, si on ne fait que le tiret L sans rien mettre, ça nous affiche uniquement les informations de l'utilisateur. Si on spécifie A derrière, ça veut dire qu'on affiche absolument tout. Donc, quand on affiche tout, c'est les stories, l'information du compte, les curated highlights, les spotlights et les lens. Et on peut combiner les différentes options ensemble. Donc, par exemple, si je veux pas afficher tout, mais je veux uniquement afficher les stories, l'utilisateur et les curated highlights, bah, je peux faire un tiret L, espace, S, U, C. Voilà. Là, ça va afficher les stories, le count et les curated highlights. Donc, je peux vous montrer un exemple. Je peux faire un tiret L, par exemple U pour l'utilisateur, et C ou alors S pour les stories, par exemple. Donc, hop, et là, qu'est-ce que ça nous affiche? Ça va nous afficher le tiret L donc pour lister, U, donc le account, le user, et S pour les stories, donc le module story qui se lance également. Et là, on a toutes les informations par rapport aux stories. On voit que du coup, il a 21 stories. La première, l'URL qui est la suivante. Donc si on prend le lien et qu'on l'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, hop, ça nous affiche directement ici la story en question. Et après, on peut faire par exemple un clic droit si on veut faire manuellement. Hein. Clic droit pour la télécharger, donc save video as, et ainsi de suite. Donc on peut visionner comme ça les vidéos. Et là, on a accès à toutes les stories qu'il a mis avec leur date d'upload. Là, on peut voir que celle-ci, il a upload le 6 janvier 2024 à 19h09. 19h09 et 18 secondes. Alors on peut voir qu'il y en a certaines qui ont été uploadées en même temps. Bon, parce que c'est pas très précis. Là, c'est les données qui ressortent directement de l'API. Donc voilà, ça nous donne une petite idée de quand ça a été uploadé. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on a le "-m" pour heatmap, où là, comme je vous ai dit, ça va générer la map de chaleur correspondante aux dates d'upload. Donc si par exemple, on veut utiliser l'option "-m", on est obligé de spécifier un "-l pour désigner quelle information on va afficher sur la map. Si je fais un "-m" tout seul, là, ça va me mettre un message d'erreur comme quoi c'est pas possible. Donc par exemple, il faut me mettre, ok, je veux afficher les dates d'upload des stories. Donc on va faire un "-l story, et pour les stories, je veux afficher la map. Donc on va faire ça. Il va y avoir une nouvelle petite fenêtre qui va s'ouvrir. Ça peut prendre un peu de temps, voilà. Et on peut voir qu'ici, il y a 4 stories qui ont été upload à cette heure-là. Alors pourquoi ils mettent 4 stories? Parce qu'en fait, le truc, c'est que, hop, comme on peut voir ici, là, c'est 19.09.18, 19.09.18, 19.09.18. Donc là, ils considèrent que c'est toutes les mêmes, même si c'est pas vraiment le cas. On peut voir au niveau des URL. Donc il faudrait que, par rapport à ça, je me base plus sur l'URL ou sur l'ID plutôt que l'upload date. Parce que là, ça met que 4, alors qu'en théorie, c'est pas vraiment 4. Mais bon, on voit que ici, elles ont toutes été uploadées autour de 19h. Donc ça nous donne quand même un petit indice de à quoi ça correspond. Là, ce serait également un axe d'amélioration que je pourrais faire. Donc là, c'est l'option "-m" pour la heatmap. Le "-d" pour télécharger les stories. Donc par exemple, ici, on peut faire, au lieu de lister les stories, on va faire un "-ds" pour download les stories. Et ensuite, on peut également spécifier un chemin de sortie, "-o directory". Donc là, ce que je vais faire, c'est si je fais un ls, je peux voir que j'ai ça. Donc je peux faire un mkdir, par exemple data, pour créer un nouveau répertoire data. Et je vais relancer, hop, je vais relancer ça en spécifiant "-o pour output data. Ça veut dire que toutes les stories, tu vas me les enregistrer
dans le répertoire qui s'appelle Data. Je lance. Hop, Starting Downloading Videos. Ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille des vidéos. Là, elles ont été enregistrées. Donc si je vais maintenant dans Data, je fais un ls-là, on peut voir que j'ai toutes les vidéos des stories qui ont été téléchargées. Donc là, l'ID va jusqu'au 20. On avait vu qu'il y en a bien jusqu'au ID 20. Donc elles ont toutes été téléchargées, on les a enregistrées, on est bon. Donc ça c'est assez utile parce que ça permet d'éviter de tous les ouvrir à la main, d'aller les télécharger. Et qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut spécifier un timeout au niveau de la requête web. Bon, voilà. Ici, j'ai mis exactement des exemples de ce que je viens de vous dire. Donc, par exemple, "-u" pour l'utilisateur Snap, "-la" pour tout afficher. Ensuite, là, c'est si on veut uniquement afficher les stories, les spotlights et qu'on veut afficher la map par rapport aux stories et spotlights. Ici, c'est si on veut afficher uniquement les stories, qu'on veut tout télécharger, donc story qui aurait été highlights, spotlights, lens, et qu'on va enregistrer dans le dossier qui s'appelle data. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, j'ai mis petit to-do, par exemple, implémenter du multithreading, donc pour qu'on puisse télécharger les vidéos de manière beaucoup plus rapide. Et là, vous avez vu, quand on n'en a pas énormément comme ça prend quelques secondes. Quand on commence à avoir plusieurs centaines de vidéos à télécharger, ça peut prendre plusieurs minutes. Donc l'idée, ce serait d'améliorer ça au fur et à mesure du temps. Il y aurait également une sorte de fonctionnalité de monitoring qui ferait que, en fait, on va lancer l'outil en tâche de fond et que toutes les X minutes, donc ça ce sera à définir, je ne sais pas trop, en fait, l'outil va directement aller recheck l'utilisateur, voir s'il a mis de nouvelles stories en ligne. Si jamais il a mis de nouvelles stories en ligne, alors on va les télécharger. Et sinon, bah, s'il y a tout le temps les mêmes et qu'il a rien modifié, eh ben on va pas les modifier. Donc ça, enfin, on va pas les télécharger. Et ça, en fait, ça permet de faire une sorte de monitoring sur un utilisateur. Si jamais on est en enquête OSINT et qu'on ne peut pas aller checker régulièrement nous-mêmes l'utilisateur, eh ben ça va automatiquement télécharger toutes les nouvelles stories de l'utilisateur. Ce qui fait que si jamais on enquête sur des choses un petit peu sensibles, je sais pas moi, par exemple un influenceur au hasard, hein, un influenceur qui arnaquerait sa communauté avec des placements de produits douteux, eh ben peut-être que le fait de lancer cette fonctionnalité-là, à chaque fois que l'utilisateur va uploader une nouvelle story, par exemple s'il upload une story, que l'outil va check toutes les 5 minutes s'il y en a une nouvelle, et qu'au bout de, je sais pas, 30 minutes, l'utilisateur, donc l'influenceur, remarque qu'en fait il a fait une boulette et qu'il la supprime, et ben nous, si on a été check avant qu'il la supprime et qu'on l'a téléchargé, et ben on aura une trace de ce qui aura été uploadé. Voilà, ça c'est l'idée de check toutes les X minutes s'il y a une nouvelle story ou quelque chose qui est apparu sur son compte pour la télécharger. Évidemment, fixer des bugs s'il y a des choses qui apparaissent. Alors, j'ai mis que ça parce qu'à l'époque, je pensais que à ça. Mais là, on a vu que, notamment pour la heatmap, il y avait un petit souci parce que là, il m'en comptait que 4. Parce qu'il partait au niveau, en fait, il faisait une sorte de unique par rapport à l'upload date. Alors qu'il faudrait peut-être plus faire quelque chose par rapport à l'URL vu qu'elles sont toutes différentes. Mais bref, ça c'est du détail et ça fonctionne quand même assez bien. Évidemment, là, j'ai une petite page Buy Me a Coffee si jamais vous voulez me soutenir pour le travail que j'ai effectué. Ça, c'est une sorte pour faire des dons en fait. Si vous voulez me payer un petit café. Donc je crois que voilà, 5 dollars, mais j'imagine que ouais, un café c'est 5 dollars. Donc pour l'instant, j'ai que ça. Je sais pas si je ferai quelque chose d'autre pour la rémunération. Bon, en soi, c'est pas très important, mais ça fait toujours plaisir quand on est rémunéré pour du travail fourni. Donc voilà, ça c'était la présentation globale. Et maintenant, si vous voulez, on peut passer directement au fonctionnement interne de l'outil. Donc, on peut voir que quand on va télécharger, on va faire un git clone, on va avoir plusieurs dossiers, plusieurs fichiers. Le premier, donc lui, c'est celui que je viens de créer, data, normalement, il n'y sera pas par défaut. Par exemple, dedans, là, au début, donc, on a un dossier qui s'appelle asset. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste utilisé au niveau du GitHub pour afficher l'image. Donc, ça, on s'en fout, on peut l'ignorer. Hop. On a le fichier requirements.txt qui contient les plugins, les modules et les librairies Python qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'outil. Donc ça, normalement, c'est précisé directement quand on l'installe.
pip3-m install r requirements. Vous lancez ça et ça va installer toutes ces librairies pour pouvoir les utiliser ensuite. On a le fichier main.py qui va importer, on va dire, le module principal qui contient tout le code et qui va juste l'initialiser et le lancer. Là, c'est juste le main par défaut. C'est celui qu'on lance quand on va lancer l'outil. Ok. Ensuite, on a le parseur. Le parseur, qu'est-ce que c'est? C'est un module qui va être utilisé justement pour récupérer tous les arguments que l'utilisateur va lancer. Donc ici, on va créer une classe qui s'appelle parseur. On va l'initialiser avec des valeurs par défaut. Donc le parseur qui est égal à noun au début. Au début, il n'y a aucun argument. Il n'y a pas de username. Le répertoire d'output, si on veut télécharger des choses par défaut, c'est le répertoire courant. Le timeout par défaut est à 30 secondes. Et tous les booléens qui permettent de savoir si on veut lister des utilisateurs ou downloader ou télécharger des choses sont à false. Là, c'est si on veut afficher les stats, par défaut c'est à false aussi, et ici c'est si on veut afficher la heatmap, par défaut également à false. Ici, c'est là que je vais utiliser un module qui s'appelle argparse. C'est pour ça que dans les requirements, on est obligé de l'avoir. Et ça va nous permettre en fait de créer un parseur. En fait, tout ça, ça va automatiser le fait de, quand on fait un Python main-h, et ben en fait, ça va directement afficher les informations comme ça. Donc ici, on fournit les informations qu'on veut, et ça va construire automatiquement le parseur. Là, je fais des checks. Donc, c'est des trucs un peu spécifiques. Donc, par exemple, si jamais on veut lister quelque chose, qu'on fait l'option "-l", on va checker les lettres qu'on utilise avec l'option "-l". Si jamais la lettre n'est pas soit A, soit U, soit S, soit C, soit P, soit L, eh ben en fait il y a une erreur et du coup on doit balancer voilà, un message d'erreur. On fait la même pour download, on fait la même pour le heatmap. Voilà, on ne peut pas générer une heatmap sans utiliser l'option "-l". Alors là, il faudrait que je rajoute une petite condition. L'option "-l, faudrait pas qu'on puisse faire. C'est en parlant et en vous montrant comment l'outil fonctionne que je trouve des petits bugs. Là, normalement, si je fais un "-lu-m", ça fonctionne. Or, ça ne devrait pas parce qu'ici, le "-u", ça liste uniquement les informations du compte et il n'y a pas de date d'upload. Donc normalement, ça devrait lancer une erreur, j'imagine. Oui, j'ai pas de "-u", donc effectivement, donc là, si je refais ça, "-lu-m", normalement, soit la map sera vide, soit j'ai un message d'erreur. Voilà, la map est vide, tout est à 0. Pourquoi? Parce que en fait, ici, je dis, en fait, tu m'affiches que le compte, tu me génères une heatmap par rapport à quelque chose où il n'y a pas de date d'upload. Donc en fait, je suis pas content, je t'affiche rien. Donc ça, en soi, bon, je pourrais le laisser tel quel, ou je pourrais faire quelque chose d'un peu plus propre en mode, ok, tu me génères une map, mais tu dois pas l'utiliser avec l'option U du listing. Ça, je pourrais le rajouter. Bon, c'est pas très important, le tool fonctionne quand même. Et la personne voit bien que s'il fait que ça et qu'on fait un "-a-m", il n'y a rien qui est généré. Mais bref, ce serait une option aussi envisageable. Là, c'est si jamais on ne précise pas de "-l, ni "-d, ni "-s", du coup, on doit en avoir au moins un des trois. Et ici, si on utilise l'option "-s", on n'a pas le droit d'utiliser l'option "-l" et ou l'option "-d" avec. Donc pour afficher les stats, on affiche que les stats, on peut pas faire d'autres choses avec. Alors ça, c'est clairement personnel, c'est moi qui ai décidé de faire comme ça. J'aurais pu faire autrement, mais voilà, c'est comme ça que l'outil fonctionne. Ici, on a une classe qui s'appelle display. Comme son nom l'indique, alors j'ai essayé de faire, pour ceux qui programment un petit peu, une sorte de modèle MVC, donc modèle vue contrôleur. Alors, j'ai pas totalement fait ça, je l'ai pas fait très propre, j'ai plus fait on va dire un peu du vue contrôleur. Le modèle, je l'ai pas trop mis en place. Donc ici, c'est clairement la classe qui me permet de faire la vue. C'est-à-dire qu'on a une classe qui s'appelle display, qui elle va uniquement donc elle fait pas de calcul, elle fait pas grand-chose, elle va juste afficher les informations de manière correcte. C'est-à-dire que ici, au niveau des requêtes qui va aller chercher toutes les informations d'un utilisateur, c'est fait dans ssd.py, donc dans le Snapchat Story Downloader, c'est fait là-dedans, et ensuite, à la fin, si l'utilisateur, en fonction de ce qu'il a choisi, donc par exemple si on a choisi de lister uniquement le count,
Eh ben, on va appeler la fonction int basic enumeration. On va lui passer dedans une liste, donc une sorte de, comment ça s'appelle, d'arrêt, de tableau, qui contient toutes les informations qu'on a calculées là-dedans. Et ensuite, dedans, on va juste utiliser ce tableau-là, vous voyez, data 0, data 1, data 2, data 3, pour afficher les informations qui sont nécessaires. Donc, dans le module principal, on récupère toutes les infos. Ensuite, on va appeler la fonction qui correspond bien dans la classe display pour les afficher dans le terminal. Donc là, on ne va pas aller en profondeur là-dedans. Vous voyez, c'est juste, là, ça affiche pour le compte. Ici, c'est pour les statistiques. Là, c'est pour les stories, pour les curated highlights, pour les spotlights. Donc en fait, c'est juste des boucles dans lesquelles je récupère les données et je les affiche correctement en lui donnant des noms, en mettant de la couleur. La couleur notamment qui est utilisée grâce à la librairie Colorama, qui est également utilisée, enfin qui est également précisée dans les requirements. Donc ça également important. C'est pour ça qu'on est obligé de lancer les requirements et d'installer les librairies au début, parce que si vous lancez l'outil main sans faire l'installation des requirements avant, bah, ça ne va pas fonctionner, vous allez avoir plein de messages d'erreur de partout, parce qu'il ne va pas comprendre d'où viennent les modules en question. Donc voilà, là c'est que de l'affichage, que du print, donc bon, c'est pas un truc très intéressant. Et ensuite, la partie principale du code, qui va être la plus importante, c'est le ssd.py, donc la classe Snap Story Downloader. Et on peut voir qu'il y a à peu près 400 lignes. Alors le code évidemment n'est pas très optimisé, mais c'est quelque chose qui fonctionne et qui est assez rapide pour pouvoir l'utiliser correctement. Vous voyez qu'ici j'ai d'autres fichiers, voilà c'est la heatmap, mais bon c'est pas très important, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment pas le plus important, et on verra également ça à quoi ça correspond ensuite. Donc j'importe le module request pour pouvoir faire des requêtes web, j'importe le module RE pour faire des regex. J'importe le module JSON parce que les données qu'on me renvoie, c'est du JSON. Et du coup, il va falloir parser les données qu'on récupère et retirer, enfin, et extraire les informations nécessaires. Le datetime pour calculer notamment les dates d'upload et des trucs comme ça. Le heatmap, en fait, c'est ma classe perso que j'ai importée directement. On a le parseur qui est également ma classe perso qui me permettent de générer toutes les options de l'outil pour la ligne de commande. On a display, qui est mon autre classe perso qui me permet de tout afficher. Et on a également hlib. Alors hlib, je ne sais plus du tout à quoi ça me sert. CTRL F. Hlib, où est-ce qu'elle est utilisée? Elle est utilisée pour calculer le HMD5. Alors voilà, ok. Donc là, c'est au niveau des bitmoji. Alors cette fonction, je vous expliquerai après, mais elle n'est pas actuellement en place dans le code. Je l'ai définie, je l'ai testée, mais elle n'est pas encore fonctionnelle, je ne l'ai pas encore implémentée totalement dans le code. Et du coup, là, le hlib, ce serait pour calculer le HMD5 de quelque chose. Et finalement, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Du coup, bon, on verra par la suite comment je peux faire. Donc, ici, on a notre classe principale, Snapchat Story Downloader, et on a notre parseur. Donc, je initialise. On se rappelle, c'est les options de la ligne de commande. On a l'URL où je vais faire toutes mes requêtes. Donc, on peut voir que c'est snapchat.com/add. On a l'URL, donc la regex, une regex par rapport à l'URL. Ça va me permettre donc c'est une regex, comme vous voyez, qui va me permettre de récupérer comment ça s'appelle toutes les vidéos. Voilà, tous les snaps. Donc, quand j'ai quelque chose qui correspond à ça, avec un certain CDN, qui est soit bolt-gcdn, soit quelque chose qui est sc-cdn.net. Alors attends, non, soit ça, soit ça. Alors c'est que j'ai une vidéo dans le code, et du coup je dois l'extraire. Pareil, ça, c'est pour récupérer uniquement les vidéos et non pas les miniatures, parce qu'il y a aussi les miniatures des vidéos, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas. Ici, c'est pour vérifier dans le code source que c'est bien du JSON que je récupère. Là, c'est les données JSON que j'aurais récupérées. Ici, c'est tous les fichiers MP4 que je vais devoir télécharger. Ici, c'est la heatmap que je génère au début, enfin, que j'initialise. Alors là, j'ai deux JSON data, donc j'ai vu qu'en fait, il y a une erreur, donc ça, j'en ai un qui sert à rien, il faudrait que je le supprime. Et ici, c'est JSON data path, c'est toutes les informations d'où se situent les données dans le JSON. Et en fait, on verra que en fait, ça,
c'est lié à ceci, mais on verra ensuite. Private user, donc est-ce que c'est un utilisateur qui est privé au niveau de Snapchat? Parce qu'on verra qu'en fonction de si c'est un utilisateur qui est public ou un utilisateur qui est privé, on n'a pas les mêmes informations. Et ici, je récupère mon display et je l'initialise. Ok. Update URL, ça va être utilisé au début, c'est ce qui va nous permettre de mettre à jour l'URL et en fait on va dire, tu prends l'URL de base et tu rajoutes derrière le username qu'on aura passé avec parser username, donc avec le "-u". Le "-u", on peut voir que c'est ici, voilà, ici self-arg username, donc on est bon. Donc on récupère ça. Ensuite, make request, qu'est-ce que c'est? Ça va simplement utiliser le module request pour faire, pardon, pour faire la requête vers l'URL qu'on aura défini avant, et ça va récupérer le texte. Ça va ensuite afficher, appeler la fonction qui s'appelle getInfo sur la réponse qu'on aura obtenue. Et par rapport à ça, on verra ensuite getInfo à quoi ça correspond. On peut voir que, alors si je fais CTRL F, getInfo c'est ici. Donc getInfo en lui-même, elle va appeler une fonction qui s'appelle loadPath, qui va prendre la réponse et le config.json. Config.json, c'est ce fichier-là. Si on va voir loadPath, à quoi ça correspond, on peut voir que du coup, ça va ouvrir le fichier config.json, que ça va lire pour chaque ligne, ça va récupérer les données, donc ça va lire tout ça, et ensuite, ça va les placer dans ce qu'on appelle une variable que j'ai créée, qu'on a définie tout en haut, qui est juste là, JSON-DataPath, qui contient les données de ceci. Donc dedans, on aura dans self-JSON-DataPath, on aura page type qui correspond à ça, on aura page title qui correspond à ça, on aura page description qui correspond à ça, et ainsi de suite. Et ça, à quoi ça va nous servir? En fait, concrètement, donc là on a le load pass, make request, get info. Donc si on retourne dans le get info, le JSON data, on récupère les informations du JSON qu'on aura extrait. Donc si je vais dans extract JSON, alors il y a beaucoup d'appels de fonctions. Là en fait, on peut voir que je fais appel au regex que j'ai défini en haut. Et en fait, là, ça va extraire le JSON de la réponse de la requête web que j'ai faite tout au début. Donc en gros, dans alors attendez, c'est où? Dans JSON Data, j'aurai les informations du JSON extraites et je vais pouvoir ensuite appeler quelque chose dessus. Ce quelque chose en question, si on retourne encore une fois dans getInfo, donc là, qu'est-ce que j'ai? Là, dans self-loadPath, j'ai ceci. J'ai une correspondance entre un nom et une localisation dans le JSON. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans self-JSON data, j'ai mon fichier, j'ai mes données JSON, extraites depuis la réponse de la requête web, et ensuite, j'appelle différentes fonctions dessus. Ici, on peut voir que le self-get-basic-information, c'est une fonction. Donc si je veux voir qu'est-ce que c'est que le get-basic-information, en fait, c'est une fonction qui me permet de récupérer toutes les informations basiques d'un utilisateur. C'est ce qu'on affichera ensuite ici. Et pour récupérer ça, j'appelle à chaque fois, là on peut voir, pour récupérer le type de la page, j'appelle self, alors self c'est pour dire la classe actuelle, donc l'élément actuel, getValue de ceci. Vous remarquerez du coup que PageType, on le retrouve ici. PageTitle, on le retrouve ici. PageDescription, on le retrouve ici. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire la correspondance. En fait, ça, j'aurais pu juste mettre quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup moins... c'est moche, quoi. Dans le code, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc j'ai décidé de faire des correspondances entre un nom et un chemin d'accès dans le JSON. Et du coup, la fonction getValue, ça va prendre une valeur, comme on peut voir. Alors getValue, find previews, hop, c'est... Non. Ah, dommage. GetValue, alors attendez. Voilà, c'est ici. C'est une fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller, donc elle prend
le nom de la donnée, qui est ceci, et ensuite, c'est tout. Alors, placeholder, je ne sais pas si j'utilise, si je l'utilise là, mais qu'est-ce que ça va faire? Bah, juste, ça va aller chercher le fichier JSON et ça va récupérer le chemin d'accès. Si le chemin d'accès existe, alors on va split par rapport au point et on va faire une regex, rechercher à chaque fois la donnée. C'est-à-dire que ici, par exemple, alors j'ai pas d'exemple de fichier JSON sous la main de à quoi ça correspond, mais en fait, si j'ai un gros fichier JSON avec plein d'informations, quand j'appelle getValue de PageType, qu'est-ce que ça va faire? En fait, dans le fichier JSON des données, ça va aller chercher la première donnée props. Dans props, il y a une autre information qui s'appelle pageProps, donc je rentre dedans. Ensuite, dedans, il y a plein d'autres informations, mais moi, je sélectionne page metadata. Dans page metadata, il y a plein d'autres informations, mais moi, je sélectionne page type. Et du coup, quand on fait un getValue de page type, j'ai la donnée qui correspond à tout ce chemin d'accès-là dans le fichier JSON qui m'est retourné lorsque je demande des informations de la personne. Et en fait, getValue, c'est ce qui va être tout le temps appelé. On peut voir que je l'utilise absolument partout. GetValue, GetValue, GetValue. C'est ce que j'utilise partout pour récupérer des informations dans le JSON. Et ensuite, au début, je spécifie. Donc là, c'est pour récupérer les informations d'un utilisateur, les informations classiques d'un utilisateur au niveau du compte. Je spécifie au début une liste vide. Je vais récupérer les résultats. À chaque fois, j'append, donc j'ajoute les résultats dans la liste. Et à la fin, je retourne le résultat. On peut voir exactement la même pour les stories. Alors, ça diffère un petit peu parce qu'ici, on peut voir que j'ai une boucle for. Pourquoi? Parce qu'en fait, les stories, dedans, en fait, il peut y avoir des stories. Enfin, il y en a plusieurs, donc forcément, il y a une boucle for. Et on peut voir qu'à chaque fois, je fais un append des informations que je get. Pareil, là, je get value curated IF. Donc là, je check s'il y a une valeur qui est bonne. Si elle est là, alors je la récupère. Sinon, pareil, j'append des choses qui se passent. Voilà, story, bidule, self. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est la même. Donc là, c'était pour les spotlights. Donc, on peut voir que c'est plus ou moins complexe. Là, parce que je fais des statistiques, je récupère au niveau des hashtags, des choses comme ça. Mais on peut voir que là, c'est pour les lens. On peut voir qu'à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Et on peut voir que là, à chaque fois, je fais les getLens, print stat. Donc là, c'est en fonction de display. Je fais un display. Si jamais, dedans, je check. S'il y a des informations, alors je les affiche, ainsi de suite. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. J'ai plusieurs fonctions pour convertir des secondes, enfin des strings en secondes. Là, pareil, c'est pour convertir une liste en secondes. Là, c'est pour convertir des millisecondes en minutes et en secondes. Voilà, on l'a vu au début, c'est pour extraire du JSON. Là, c'est pour calculer la taille des fichiers qu'on va télécharger. Pareil, ça, c'est pas utilisé parce que pour l'instant, c'est beaucoup trop long. Là, c'est la fonction pour télécharger des fichiers. Alors, on peut voir que finalement, on va juste récupérer chaque URL qui est dans self mp4 files. On peut voir que si jamais on va là-dedans, donc ici, get stories, on check. Si jamais download stories ou download all ou alors parser stat est ajouté, alors on va on va ajouter les fichiers mp4 à télécharger. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, le parseur, si on a fait un -d quelque part pour download, eh bien, on va pouvoir télécharger la chose. Alors, par contre, je suis pas sûr pour le parseur.stat pour faire ceci. Ça, je suis vraiment pas sûr de ça. Faudrait que je vérifie. Ok, je suis pas sûr de ça. Faudrait peut-être que je le supprime. Bon, je vais le laisser comme ça pour actuellement, mais faudrait que je vérifie. Bon, en tout cas, vous voyez, à chaque fois, je check. Si jamais il y a un download qui a été demandé, eh bien, je vais ajouter les fichiers correspondants à l'URL dans une liste qui s'appelle mp4 files. Et ensuite, je vais pouvoir directement les télécharger. Donc, comment le téléchargement se fait? Uniquement, je fais une requête get, enfin une requête get classique sur l'URL. Et ensuite, j'appelle save file, qui va juste ouvrir un fichier avec le nom de l'URL. Ça va écrire le contenu dans ce fichier, et basta. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, j'ai une fonction run qui me permet de construire le parseur, d'update l'URL, de faire la requête, et ensuite tout est automatisé et tout est généré. Donc on peut voir également que
Alors, à différents endroits, là, alors, je ne vais pas rentrer totalement dans les détails de tout comment fonctionne, enfin de comment l'ensemble du code fonctionne. Donc, vous avez compris un petit peu l'idée. De toute façon, si c'est simple, si vous voulez vraiment comprendre comment une partie de code fonctionne, vous faites un copier-coller du code, je pense, vous le mettez à ChatGPT, et ChatGPT est en mesure de vous l'expliquer. Même s'il n'a pas l'ensemble, l'entièreté du code, je pense que c'est assez, enfin, assez intelligent pour réussir. Là, pareil, à chaque fois, je récupère les informations nécessaires. Là, les items, je les récupère, je les récupère. Là, c'est au niveau des hashtags. Et je peux vous montrer concrètement comment ça fonctionne quand on affiche tout. Donc là, si je fais un "-LA", ça veut dire que je vais récupérer absolument toutes les données possibles sur l'utilisateur MagicNate. Donc je vais le lancer, ça peut prendre un petit temps, et on verra ensuite. Alors un petit temps, finalement c'était assez rapide, donc vous voyez que l'outil quand même est assez optimisé. Après, c'est pas grand chose, je fais juste des requêtes web, je récupère un JSON et ensuite je parse ce JSON. C'est quand même beaucoup plus long quand on veut télécharger des vidéos, mais on peut voir que là, il y a beaucoup d'informations qui ont été affichées en très 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 peu de temps. Donc, alors, c'est un peu indigeste, je vous l'accorde. J'ai essayé de faire la chose quand même la plus visible possible, la plus lisible plutôt, en mettant des couleurs, en mettant des petits trucs, des petits emojis et tout. Je trouve en vrai, c'est assez lisible. On arrive à retrouver les numéros, les URL, le upload date, machin bidule. C'est juste que c'est assez long, donc c'est un peu chiant, mais bref. Ce que je pensais faire aussi en axe d'amélioration, ça aurait été, par exemple, de pouvoir enregistrer toutes les données, de faire un output en fait de ces données-là dans un fichier, c'est-à-dire que une sorte de statistique de tout ce qui a été affiché. Bon, en soi, vous me direz, on peut faire ça, truc output.txt par exemple, et toutes les informations-là seront affichées, enfin seront stockées dans un fichier texte. Donc, en soi, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas trop. Donc, si on retourne tout au début, hop hop hop, là on peut voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, story. Donc on peut voir que si je fais un "-LA", on a ceci. Donc les données du compte, on peut voir à chaque fois son username, le type de badge qu'il a, sa photo de profil, donc là on peut l'ouvrir par exemple, on va voir que du coup que sa photo de profil c'est celle-ci, on peut la télécharger également si on veut, son site qui est défini, son snapcode, donc ça si on veut l'ajouter, regardez, on va directement là, et voilà en fait c'est un snapcode, donc avec l'application Snapchat, c'est comme un QR code, vous ajoutez, enfin vous prenez en photo ceci, et ça va directement l'ajouter à vos amis, enfin ajouter son compte. Voilà, donc il y a plein d'informations. Son nombre d'abonnés, par exemple. Et là, c'est toutes les informations à propos de ses stories. Donc, il a 21 stories. Donc, on va toutes les afficher ici, avec le lien si on veut y accéder. Les curated highlights. Donc là, il a 16 stories en tout. Enfin, 16 curated highlights. Et dans ces 16 curated highlights, il a 412 stories. Donc, vous voyez l'ampleur du truc. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? L'ampleureté, n'importe quoi. L'ampleur de la chose. Donc, en fait, ici, son premier curated highlights, son premier curated highlight, pardon, il s'appelle, bah, il a juste mis un emoji, et dedans, ça contient 22 snaps. Donc on peut voir les informations sur l'URL, l'upload date, ainsi de suite. Deuxième story, il l'a également appelé comme ça, mais là on peut voir que cette fois il a 26 snaps, avec toutes les dates d'upload, machin bidule, donc on peut voir que ça remonte assez loin, il l'a upload en 2022. Ici, c'est une autre story qu'il a appelé comme ça, donc toujours avec le nombre de snaps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut voir le nom qu'il a donné, le nombre à chaque fois de snaps qu'il y a dedans. On descend, on descend, on descend. Bon, on va passer à l'autre module parce que là, 412, ça fait vraiment beaucoup. En tout cas, il y a absolument tout. Hop, voilà. Upload. On descend, on descend. On va voir qu'il en a vraiment mis beaucoup. Voilà. Ensuite, il y a les spotlights. Donc là, on a le nombre de spotlights, le nom du spotlight, la thumbnail, donc la miniature. Si on l'ouvre, on peut voir que la miniature, bon, en fait, souvent la miniature, c'est le tout premier snap de la liste. On peut voir à chaque fois la miniature. Là, comment ça s'appelle, combien de temps dure le spotlight. Donc là, on peut voir qu'il dure 9 secondes. Il a été upload en 2023 et il y a eu 3300 stats d'engagement avec ça. Il est référencé avec deux hashtags, donc funny memes et funny videos. On peut voir que là, il y en a un autre qui s'appelle comme ça. Il dure 14 secondes. Il y a eu beaucoup plus d'interactions avec.
les hashtags qu'il a mis. Et en fait, dans ce spotlight, il y a 2 snaps, le premier et le deuxième. Également, on peut encore les ouvrir, ainsi de suite. Et là, ça va lister également tous les spotlights. Donc là, normalement, il y en a 16, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, il y a un récap par rapport à ces spotlights-là. On peut voir, voilà, total engagement stat. Donc on peut voir que ces 16 spotlights, en tout, ont eu 1 127 035 engagements, donc interactions, que la totalité de ces snaps dedans, enfin de ces spotlights ont duré 4 minutes 09, enfin 4 minutes et 9 secondes, et que le top 10 des hashtags qui ont été utilisés dans ces spotlights, donc il a utilisé 7 fois le hashtag funny memes, 10 fois le hashtag funny videos, 5 fois le hashtag tricks, 5 fois magic tricks, etc. etc. Et on peut voir qu'il n'a aucune lens, donc c'est tout ce qu'on a par rapport à lui. On pourrait afficher uniquement le... Alors, non, c'est pas ça que je voulais, c'est le tiret S pour afficher uniquement ces statistiques. Je crois que je vous l'avais déjà montré au début, mais vous voyez que là, on affiche le compte, et là, on retrouve les données principales qu'on avait juste avant, donc les engagements stats, machin. Alors là, il n'y a pas les hashtags qui ont été montrés, mais c'est le même principe. Donc en vrai, l'outil est assez complet. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et on se dit, j'espère que ça vous aura plu également. Si vous avez des questions ou quoi, ou même si vous voyez une amélioration, n'hésitez pas à ouvrir une nouvelle issue ou une pull request directement sur GitHub pour proposer vos modifications. Et bah, on se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à le tester, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Et bon, on se retrouve à la prochaine. Allez, bye bye.